Tu connais l'expression québécoise. Quand le cheval n'a pas été cabré, c'est qu'il n'a pas été ferré. Ferré, c'est le fer à cheval, là. Ce week-end, donc, au Canada, un week-end très pluvieux, plein de rebondissements. McLaren encore très haut niveau. McLaren qui vraiment est constant sur un peu tous les types de circuits. Ça, c'est assez dangereux finalement pour Ferrari et Red Bull qui aussi un petit peu. Norris si proche de l'emporter sur Max Verstappen, mais qui cette fois s'est fait trahir par la voiture de sécurité, la petite voiture de sécurité qui l'avait aidé. On va y revenir au Grand Prix qui lui avait permis de remporter donc le Grand Prix de Miami. Cette fois, l'a trahi malheureusement. Et oui, mais bon, c'est comme ça. Et puis on va revenir sur l'absence de Ferrari. Ferrari et Leclerc de héros à zéro. Est-ce que ce serait pas le titre d'un super magazine, ça, hein? En vente dans vos kiosques tous les dimanches soirs. Comment on est passé de petit prince de Monaco, quasi même prince régnier, héritier, King of the King de Monaco, tout le monde l'aime, à un zéro pointé complet pour la Scuderia dans un week-end qui aurait été cauchemardesque au Canada pour la Scuderia. Mercedes de retour aux avant-postes et ça fait plaisir. Très proche des premiers. Déjà à Monaco, il y a eu un petit gap quand même qui a été franchi. On a senti que Mercedes s'était un petit peu rapproché du troupeau de tête, le trio gagnant comme on l'appelle, Ferrari, Red Bull, McLaren. Et là, ils étaient carrément aux avant-postes en bataille avec eux. Les évolutions semblent fonctionner. Le duo Russell-Hamilton qui vient se mêler au troupeau de tête, on en rêve. Petit point sur les transferts enfin, on va revenir sur qui va où, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Romain Grosjean va faire son grand retour chez Mercedes en tant que pilote numéro 1 ? Le doute est permis. Non, je déconne. Faut pas déconner quand même. Ils ont plus de solutions que ça et on va y venir. On en discute, on en parle. C'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le fiasco Ferrari un peu ce week-end. Comment on est passé d'une Ferrari de Charles Leclerc en tête, en domination totale à Monaco, vraiment à son aise. Comment on est passé de ça à ce zéro pointé assez affligeant au Canada où on n'a rien eu. La Ferrari nous a pas fait vibrer, même pas dans le top 10. Leclerc donc jamais à son avantage, ni lui ni Sainz d'ailleurs pendant l'ensemble des essais. On sentait que la Ferrari était en difficulté, rarement aux avant-postes. On a vu des Aston Martin aux avant-postes, les Mercedes qui étaient très présentes, McLaren qui était pas loin, évidemment Max avec sa Red Bull. On parlera pas de son coéquipier. Et puis voilà, la sanction est arrivée, donc 11e et 12e sur la grille en qualification. Voilà, les deux Ferrari qui se font sortir carrément avant la Q3. Ça c'est très dur. Et puis surtout, aucun vrai rythme en course. Après, le 11e et 12e sur la grille est très traître au Canada parce que il y a une espèce de petit train qui se forme en fait au Canada. Et même s'il est assez facile, pas si compliqué que ça de dépasser au Canada, lorsqu'il y a un train vraiment qui se forme, tout le monde utilise son DRS et au final, avec la perte notamment qu'on aura détectée de puissance moteur sur Leclerc, impossible de passer. Donc ça a été le prix dans le troupeau. Et oui, quand on est 11e et 12e sur la grille, c'est les risques. C'est pour ça que les qualifications sont aussi très importantes dans des week-ends de course. Problème moteur donc sur Charles Leclerc, en effet. Alors, il la reset au moment où il est carrément rentré au stand. Reset, mais un peu tard. La course était déjà très, très, très compromise. Ferrari, du coup, a réussi à relancer. Donc, en appuyant sur tous les boutons, il a réussi à resetter son moteur. Son moteur, donc, il l'aura expliqué, il perdait entre 60 et 80 chevaux. Donc, c'est énorme. Franchement, en ligne droite, impossible d'envisager un dépassement. Il y a un manque de puissance criant. Et puis... on a tenté l'impossible chez Ferrari. Alors on voit donc que c'est la panique, que Charles reparle dernier, qu'il y a une voiture de sécurité. Et puis on tente du coup de lui chausser des pneus secs carrément sur une piste qui est quand même assez
assez trempé, hein, qui est bien sur des intermédiaires et qui nécessite encore des intermédiaires pour quelques tours. Voilà, donc là Ferrari tente n'importe quoi, dos au mur. Alors est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Je pense qu'on aurait pu avoir d'autres opportunités après. Là, c'était vraiment un pit stop du désespoir total, hein, et aucun sens vraiment dans ce pit stop. On sait que la piste est trempée, on sait qu'il va falloir au moins 3, 4, 5 tours pour dégager quelque chose, hein, pour que la piste soit suffisamment sèche pour que les pneus secs fonctionnent. Et pendant 4-5 tours, Charles Leclerc il va perdre environ, je crois c'est 15 à 20 secondes au tour. Du coup, la stratégie n'est évidemment pas du tout viable, hein, puisque au bout de plus de 20 secondes, je rappelle qu'on a un pit stop, qu'on peut rentrer au stand et chausser des pneus. C'est à peu près le temps que coûte un arrêt au stand. Donc forcément, si on perd 15 à 20 secondes par tour sur 5 tours, ça fait 1 minute et des brouettes. Donc voilà, il a fini par rentrer au stand puisqu'il a vu au bout de 3 tours que ça fonctionnait pas du tout, qu'il a cumulé un retard énorme. Et puis en ressortant des stands, il est ressorti juste devant les leaders et finalement, il devra les laisser passer. Ferrari choisit assez judicieusement d'arrêter le massacre, hein, bien sûr, et de rentrer Leclerc. Donc terminé pour le leader de la Scuderia. Sainz derrière n'a pas vraiment fait mieux. Sainz y a complètement galéré. Alors lui avait pas de problème moteur, mais lui n'avait pas de rythme tout simplement, hein, même si Leclerc en avait pas beaucoup plus. Sainz complètement pris dans le trafic. Pareil, un 12e, donc il a été pris dans le train-train. Il a jamais vraiment réussi à se dégager. Et puis voilà, il a fini par partir en tête à queue tout seul sur cette piste un peu piégeuse, hein, puisque un peu détrempée. En plus, le Canada, c'est une piste assez exigeante où il est très facile de partir à la faute. Et puis, il a fini par partir en tête à queue. Il s'est fait rentrer dedans par peut-être son futur coéquipier Albon. Ça, on va en parler. Et finalement, le résultat, il est là. 0 pointé pour la Scuderia qui avait affiché une vraie force, hein, qui avait marqué le plus de points à Monaco, qui avait affiché un rythme dominateur, sans concurrence. Et voilà, le Grand Prix d'après. C'est le up and down du sport. C'est pour ça qu'on aime le sport, hein. Voilà, on vient de passer quand même de 41 points, je crois, pour Ferrari à 0. Voilà, en 2 Grands Prix. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Et Leclerc, finalement, qui perd directement le fil avec Verstappen. Alors, si à un moment, il se chauffait en se disant je peux peut-être être champion, là, il vient de perdre malheureusement 25 points. Donc, forcément, il a pris la valise dans les dents. Mais surtout, alors le plus important, parce que moi, j'y crois pas trop, encore une fois, hein, à la concurrence pilote avec Max Verstappen, au vu du rythme affiché par Red Bull et Max depuis le début d'année, et surtout l'avance qu'ils avaient quand même, et le confort qu'ils ont. En revanche, Ferrari a perdu du terrain sur Red Bull. Ils sont passés à près d'une 50aine de points puisque tous les points marqués par Max ont payé. Je rappelle que Max est tout seul. On va y revenir ça aussi, hein, puisque Pérez est aux abonnés absents. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus qu'un seul pilote. Donc, forcément, c'est là où il y a la fenêtre d'opportunité. C'est peut-être que Red Bull va craquer pour son titre constructeur. C'est peut-être possible d'aller les chercher là-dessus. Parce qu'évidemment, Sergio Pérez, il est reparti clairement en cuisine chez Otakos et voilà, il s'emmerde, quoi. En tout cas, il y a une écurie qui, elle, rayonne, c'est vrai, qui revient aux avant-postes. C'est Mercedes AMG Petronas. Et ouais, moi, je sais mieux le dire que Lewis Hamilton dans Netflix, mon gars. Mais voilà, devant pendant tous les essais, c'est vrai, on a vu les Mercedes très à l'aise sur le circuit du Canada. Finalement, voilà. Bon à savoir, donc, des bons freins chez les deux Mercedes. Une bonne zone de freinage et voilà, on a sorti quand même qu'il y a un petit gap qui a été passé, on va y revenir. Russell et Hamilton dans le coup finalement pendant tout le week-end, et Russell qui est allé claquer la pole, messieurs dames, exactement, et il l'a fait devant Max Verstappen, ou plutôt avant Max Verstappen, puisqu'ils ont fait exactement le même chrono, et que la règle pour le coup est assez claire. Lorsqu'on fait un chrono et qu'une deuxième personne fait le même, c'est le premier qui l'a fait qui est devant. Et donc Russell s'est offert la première pole position de la saison, et mine de rien, c'est même assez surprenant au vu des performances de Mercedes depuis le début de saison. C'est un vrai bonheur de les voir revenir comme ça dans le game, parce que qu'est-ce qu'ils ont souffert, hein, qu'est-ce qu'ils souffrent cette année. Et là, pour le coup, voilà, présent pendant les essais, présent pendant les qualifications, présent pendant la course aussi. Même si, alors il faut le dire quand même, pour faire une petite
aparté sur les qualifications, si Russell a décroché la pole position, Hamilton s'est qualifié seulement 7e, hein, à peu près 3 dixièmes de Russell. Malheureusement, ouais, Hamilton se sera un peu loupé sur la qualification. Alors, c'est pas un gros loupé 3 dixièmes, mais ça paye cher, hein, ça paye cash, vous voyez, parce que entre la première et la 7e place, il y a seulement 3 dixièmes, évidemment. Et je pense que l'Anglais le sait, qu'il aurait dû faire mieux pour être aux avant-postes avec son coéquipier. En tout cas, la Mercedes a affiché un rythme solide. On l'a vu, qu'Hamilton aussi avait un rythme très solide, même s'il a passé un bon tiers de la course derrière Fernando Alonso, parce que c'était pas si facile, hein. Finalement, Fernando le roublard, hein, qui avait quand même une très belle vitesse de pointe et qui a réussi à tenir un bon paquet de temps en fait la Mercedes derrière lui, jusqu'à ce que finalement Lewis arrive à s'en débarrasser. Mais alors, la fin de stratégie de Mercedes, c'est là qu'on reste un peu plus douteux. Alors moi, j'ai écouté quand même dans les radios, hein, donc à la fin de course, donc il y a 2 arrêts au stand qui ont été proposés parce qu'il y a une autre voiture de sécurité qui est intervenue. Et là, banco amigo pour Mercedes qui a pu en profiter et a fait rentrer donc du coup ces 2 larrons pour chausser des pneus neufs. Mais si Russell a été chaussé de pneus médium, et ben en fait Hamilton était chaussé de hard. Or, c'est pas ce qu'il a demandé Lewis, il a demandé des softs. Et franchement, des softs ça aurait pu être une solution. En tout cas, des médiums ça aurait pu être des solutions. Est-ce qu'il avait des médiums à disposition? Ça, je sais pas. C'est peut-être que dans vous savez qu'il y a un certain nombre de trains à louer pour le week-end, et peut-être qu'il avait tapé en fait dans ses gommes de train médium et qu'il n'y avait pas forcément des médiums neufs. Visiblement, il y avait des softs neufs, sinon il n'aurait pas demandé, hein. Et ça se tentait. Je pense que les softs se tentaient pour au moins essayer d'aller challenger. De toute façon, ils étaient quatre à aller challenger la victoire, donc ça se tentait, hein, franchement. Voilà. Bon, ils n'auraient pas de toute façon, Russell a essayé de garder même Norris derrière lui, mais c'était compliqué. Voilà, pour l'instant, Mercedes n'est pas non plus en mesure de lutter contre McLaren et Red Bull, mais ils s'en rapprochent et on les a vus très très proches ce week-end. Les évolutions qui ont été amenées à Monaco paient, puisqu'on est arrivé quand même sur un circuit assez différent, hein. On était sur un circuit sinueux avec très peu de vitesse, et là on est arrivé sur un circuit assez rapide avec des fortes zones de freinage au Canada. Donc 2 circuits à une typologie différente, et dans les 2 cas, Mercedes a marqué un petit gap par rapport à avant. Les évolutions paient. Alors c'est vrai, on va décortiquer ce Grand Prix du Canada qui a été un petit peu confus. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est toujours pareil, hein, pour avoir un week-end de course animé comme ça, il faut des conditions changeantes, hein. C'est toujours ce qui dynamise un petit peu un week-end de course, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Quand on a une piste pluvieuse, puis qui s'assèche, puis voilà, c'est là où il faut avoir le bon rythme, le bon tempo, réévaluer les zones de freinage, hein. Pour les pilotes, c'est extrêmement dur, hein. Faut se dire que là, on peut freiner un peu plus tard, qu'on doit freiner un peu plus tôt pour pas repartir à la faute. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a des écarts beaucoup plus grands entre chacun des pilotes, parce qu'il y en a qui tentent, il y en a qui tentent beaucoup moins. Et puis, on voit des pilotes partir un peu à la faute. Voilà, des essais qui ont été perturbés. Alors, dès le début, les essais libres ont été perturbés. Les 1 et 2 qui ont été perturbés par la pluie. Alors, forcément, déjà, niveau setup, les pilotes ont du mal à se régler, hein, donc il faut la jouer un peu à l'instinct parce que ça va être compliqué. Ensuite, il y a une piste sèche, et puis finalement, pour la course, on nous dit que c'est un peu trempé, mais sec, puis ça va être retrempé. Voilà, un départ sur une piste donc trempée, et là on a eu la stratégie de Haas, hein. C'était leur moment de gloire comme on dit, les 2 Haas donc qui s'est lancé je crois du milieu de grille, quoi, plutôt anonyme, et qui finalement sont remontés à la faveur des pneus pluie. Ils sont venus déposer tout le monde jusqu'à même arriver, je crois, c'était Hülkenberg qui était arrivé à la 4e place sous ses pneus pluie, incroyable. Ça c'était pour les 5-6 premiers tours. Parce que la piste était trempée. Une fois que la piste a commencé à un peu s'assécher, les intermédiaires ont pris le dessus, et là petit à petit les As ont commencé à perdre du terrain, et puis à un moment il a fallu les rentrer, et puis finalement ils sont ressortis dans le troupeau, hein, et là c'était game over. Mais bon, ils se sont offert quand même 5-6 tours de gloire, hein, fallait la tenter. Pourquoi pas. Allez, c'est au panache. Au moins, ça nous a vendu du rêve. On a vu des As un petit peu déposer des McLaren, déposer des Aston Martin, déposer des Ferrari, enfin la totale, quoi.
Elle est obligée d'enchaîner forcément sur le deuxième élément clé de ce Grand Prix. C'est la larmichette, toi aussi, t'y as cru à la victoire de Lando Norris. Et oui, la McLaren qui est revenue en force, donc je rappelle, donc on est parti sur une piste trempée, donc plutôt pour des pneus pluie, mais tout le monde est parti en intermédiaire, à part les As, on l'a dit, sur les 5-6 premiers tours qui ont donc un peu déposé tout le monde, mais très rapidement la piste s'est asséchée et forcément ils ont dû rentrer au stand et là ils sont sortis un petit peu derrière. Le reste était donc en intermédiaire et en fait il y a eu la McLaren avait un rythme plutôt correct, mais surtout la McLaren a montré un rythme bien supérieur à l'ensemble du plateau sur cette piste qui s'asséchait, c'est-à-dire cet entre-deux entre la piste qui commençait à tourner des intermédiaires vers les pneus secs. C'est peut-être là en fait où la piste n'était pas suffisamment sèche pour qu'on mette des pneus secs, mais elle commençait à être suffisamment sèche en tout cas pour abîmer ces pneus intermédiaires et c'était tout simplement la voiture qui conservait le mieux ce type de pneus qui a pu s'en sortir. Et là c'était le revival des McLaren, quoi. On a vu Piastri revenir à fond de cale, on a vu Lando Norris revenir à fond de cale, déposer Lando Norris qui est venu déposer Max Verstappen, il l'a dépassé, incroyable. Puis il est venu dépasser George Russell. Alors mine de rien, je n'ai pas souvenir là tout de suite d'avoir vu Lando Norris dépasser Max Verstappen, puisque je rappelle qu'à Miami quand il a gagné c'était grâce à la voiture de sécurité. Donc là en pure performance, voilà, on a vu Lando Norris dépasser Max Verstappen. C'était quand même très très beau. La hype n'aura malheureusement pas duré puisqu'il va être trahi par cette safety car. Mon Dieu, le crève-cœur. Chez moi le cœur, faites-le moi manger. Et voilà, la fête a été gâchée comme on dit. Parce que il s'est fait trahir par la voiture de sécurité, la même voiture de sécurité qui avait trahi Max Verstappen à Miami, l'a trahi lui. Donc là ça fait quand même 2 fois que globalement la voiture de sécurité sort à un moment incohérent. Alors là ça l'est d'autant plus incohérent, donc si je ne me trompe pas, il y a quand même Logan Sargent qui part à la faute tout seul. On voit donc que la voiture est sur la piste, que de toute façon il va falloir un simple drapeau jaune ne va pas suffire, et donc que pour dégager cette voiture il va falloir en fait une voiture de sécurité parce que c'est dangereux en fait de laisser une voiture en travers d'une piste sur une bonne portion de la piste. Donc on le sait, mais les commissaires de course mettent un tour et demi, je crois, à prendre une décision. Et globalement, quand ils prennent leur décision, c'est pile au moment où Lando Norris vient tout juste de passer les stands. Donc il peut plus y rentrer. Et voilà, il va malheureusement du coup, ce qui se passe, c'est que la voiture de sécurité, elle ressort devant lui, que Lando Norris est bloqué derrière la voiture de sécurité, que tous les autres rentrent au stand, que du coup, avec leur train de pneumatique changé, ils ressortent juste derrière Lando Norris, et Lando Norris, lui, se fait avoir, et donc obligé de rentrer au stand, et il va ressortir du coup derrière les 3 autres, derrière son coéquipier, mais aussi derrière Russell et Verstappen surtout. Et voilà, c'est là que la victoire va se jouer, parce que Lando, le temps qu'il remonte, qu'il efface Piastri, et surtout qu'il efface Russell, qui avait quand même un bon rythme ce week-end, il va perdre tout simplement la course. Donc voilà, bon, c'est quand même ce qui est quand même emmerdant, c'est que ça fait quand même 2 fois que ça arrive, puisque à Miami c'était globalement la même chose. Max Verstappen, on avait mis 3 plombs pour prendre la décision, et puis finalement c'est pile quand Verstappen arrive et vient de passer les stands qu'on dit non, en fait il y a une voiture de sécurité. C'est un peu grossier, je sais pas comment si les commissaires de piste ont en visu seulement la course, seulement la piste et pas la course, s'ils se rendent pas compte des décisions qu'ils sont en train de prendre. C'est quand même pas très compliqué. La voiture, elle est en travers de la piste. Il faut pas 2 minutes. Déjà, t'as drapeau jaune, double drapeau jaune, et ensuite tu t'envoies la voiture de sécurité dans les 15 secondes qui arrivent. Point. Voilà. Bon, de toute façon, c'était trop long et c'est dommage parce que ça a gâché une belle victoire de Lando Norris qui aurait pu faire germer la flamme en nous, comme on dit. La grande flamme en nous. Et pour terminer ce petit podcast, on attaque sur le point des transferts. Il est temps de faire un récap. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? C'est un peu le zoo, ça part dans tous les sens. Voilà, alors là on va attaquer tout de suite avec l'annonce qui a été faite. Sergio Pérez, donc, qui a été renouvelé 2 ans chez Red Bull.
Grosse perf, hein. C'est vrai que de Sergio Pérez, le Mexicain qui fait quand même une année très solide, totalement compréhensible évidemment ce renouvellement de Sergio, qui est aux abonnés absents, qui vient d'enchaîner un Grand Prix anonyme au Canada, 0 points. Je rappelle qu'à Monaco il était aussi nulle part. Bon voilà, donc là donc au moment où donc Sergio Pérez vient d'entamer le fameux trou d'air de saison, Red Bull décide de lui donner un contrat de 2 ans. Voilà, donc c'est moi j'ai pas les réponses à cette prise de décision, mais bon, c'est eux qui décident, hein, voilà. Alors peut-être que c'était pour lui donner confiance. Visiblement ça n'a pas marché, hein, puisque on a vu que ce week-end c'était la cata. Il va falloir quand même s'affoler parce que comme je l'ai dit, en fait McLaren ils sont là, ils sont à une centaine de points. Mais les deux McLaren, elles marchent fort. Ferrari, ils ont eu un trou d'air sur ce Grand Prix, mais globalement, ils sont à une cinquantaine de points et les deux, ils marchent plutôt bien. Donc, il va falloir faire très attention parce qu'on gagne pas un championnat du monde avec une seule voiture, hein. Bref. Néanmoins, il faut quand même nuancer ce renouvellement de contrat de 2 ans. Le contrat Red Bull, il veut pas dire être pilote Red Bull. Et oui, c'est toute la subtilité, messieurs, dames, de ce contrat. Et oui, parce qu'en fait, quand on est pilote Red Bull, ça veut dire qu'on peut être transféré chez Red Bull ou chez la petite sœur, chez RVB Cash. Donc ça veut très bien dire que, en fait, je rappelle que c'est des contrats communs. Donc ça veut dire que Red Bull a globalement 4 pilotes disponibles et qu'ils les répartissent comme il veut entre la grande sœur et la petite sœur. Donc s'il est renouvelé 2 ans, le Mexicain, et qu'il continue à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire raté pour l'instant sur les dernières courses, et qui rapporte pas le nombre de points nécessaires, il pourra très bien être transféré chez la petite sœur. Et à mon avis, Yuki serait le profil adapté chez la petite sœur pour monter en tout cas, puisque Ricardo est un peu plus en difficulté face à lui. On y reviendra. Pour McLaren et Ferrari, 2025 c'est plié, on connaît les duos, donc c'est Piastri-Norris chez Ferrari. On en a déjà parlé, c'est Leclerc et Hamilton, c'est vrai que ça vend du rêve. Donc on attaque les autres écuries. On a Aston Martin qui va sûrement donc garder Stroll, hein. Je vois pas pourquoi. Alors je vois pas surtout comment Aston Martin pourrait envoyer Stroll ailleurs. Bon voilà, le mec il a un contrat à vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est un CDI. Il est vraiment indéterminé, autant te le dire. Lui aussi, il est indéterminé d'ailleurs au volant, hein, parce que franchement, vu ses perfs. Donc, à moins qu'il ouvre un manège dans le Jura, normalement, Lance Stroll sera probablement le coéquipier de Alonso l'année prochaine pour faire son énième année en F1 et pour une énième fois, il se fera battre. Bon, bref. Et donc on en arrive à Mercedes. Mercedes, c'est la place la plus convoitée, hein, je pense, hein, clairement, chez les grandes écuries, les top teams, puisque toutes les autres sont verrouillées. Et là, la place, normalement, reste vacante. Pourquoi elle reste vacante? Alors, moi, j'ai ma petite idée, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais c'est ce que je suppose. Donc, normalement, Mercedes garde un œil sur Antonelli, qui est en F2. Le problème, c'est qu'Antonelli, je crois qu'il est 6e du championnat, que donc Mercedes a besoin de laisser passer le championnat pour savoir déjà si Antonelli est performant en F2 pour mériter ce baquet, et ensuite s'il aura les nombres de points nécessaires en fait tout simplement pour aller en F1, hein, parce qu'il faut quand même des points sur sa super licence. Bon, pour l'instant il est correct, après il faut qu'il renforce cette position ou pas. En même temps, si Antonelli n'a pas ce baquet, est-ce que le backup, ça serait pas d'essayer de prendre Sainz? Et est-ce que c'est pas pour ça que Sainz, pour l'instant, ne s'est pas décidé? Et à mon avis, il privilégie du coup Antonelli. Mais en même temps, ils se disent, on peut peut-être avoir Sainz en backup. Du coup, Sainz fait potentiellement la même chose, parce que Sainz, lui, il a clairement été approché par Williams, il a été aussi approché par Stake, qui va être donc Audi. Les deux, clairement, lui font les yeux doux et une proposition de contrat, parce que Sainz, c'est quand même solide comme pilote, notamment pour ses écuries. Et il est donc possible qu'il bloque, pour l'instant, son arrivée chez Williams et Stake, en attendant la proposition de Mercedes, tout simplement. Bon, du coup, Sainz potentiellement chez Williams ou Stake futur Audi. Je crois qu'Audi, lui, en plus, Stake futur Audi, donc lui a proposé un contrat démentiel. Williams a validé Albon
et chez Steck, on a validé Hülkenberg. Donc ça serait potentiellement un de ces deux coéquipiers. Ça laisse aussi 2 places vacantes, hein, une chez Williams, donc une chez Audi. Tsunoda, lui, va être conservé chez RVBB Cash. Il va être conservé, ça c'est sûr. En revanche, quid de Ricciardo, donc de la seconde place chez RVBB Cash. Lui ou William Lawson, hein, on sait pas trop. Parce que Ricciardo, un peu en difficulté. En revanche, c'est vrai que là au Canada, il a quand même fait 5e en qualif et il a terminé 8e. Donc voilà, je pense que c'est sa saison qui va déterminer s'il sera renouvelé ou pas chez RVBB Cash. Sinon, de toute façon, il y a Liam Lawson. Donc ça, on se fait pas trop de billes pour Red Bull en général, qui aura de toute façon ces 4 pilotes sans problème, je pense. Chez Alpine, normalement, on devrait conserver donc du coup Pierre Gasly. Normalement, il devrait rester chez Alpine parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres opportunités, à moins qu'il y ait un énorme retournement de situation et que on lui propose éventuellement un plan chez Mercedes, on ne sait jamais. Mais sinon, je le vois pas trop bouger. De toute façon, c'est vrai que là, ça peut pas être pire chez Alpine, mais bon, ils vont se renouveler, on l'espère, ils vont se remettre en question, tout ça. La France, allez les Bleus. Voilà. Et Ocon, lui, est sans baquet. Alors, il y a des propositions possibles chez Haas. Chez Haas, pour le coup, Magnussen, c'est terminado. Je pense pas que Haas renouvelle Magnussen. Franchement, vu les performances, il est aux abonnés absents. Et Hülkenberg est parti, on l'a dit. Il reste quand même aussi... en fait, il y a 3 vrais pilotes qui sont en danger, qui sont Magnussen, Bottas et Logan Sargent. Ça, c'est les plus en danger, bien sûr. Magnussen, donc on vient de le dire, il aura probablement pas de place. Bottas, je le vois mal renouvelé chez Steck qui va être Audi. Ça va peut-être être la fin de sa carrière. Et puis Logan Sargent qui globalement chez Williams fait vraiment pas une bonne saison, qui est d'ailleurs reparti en tête à queue, qui a fait encore 2 erreurs ce week-end, bref, qui est aux fraises comme on dit. Et puis lui, désolé, mais bon, c'est pas papa qui a l'écurie. Donc c'est foutu pour toi, mon gars. Allez, on aura fait le tour un petit peu de tout ça. On se donne rendez-vous au Grand Prix d'Espagne. Donc, on fera un petit bilan. On l'a dit, l'Espagne, pour moi, c'est un peu attendu parce qu'on va avoir vraiment une vue d'ensemble des performances. Si pour moi, Red Bull, Mercedes et Ferrari, Red Bull, Ferrari et McLaren sont très très proches en Espagne, ça veut dire que le peloton est très resserré. En revanche, s'il y a des gros écarts, malheureusement, c'est que c'est pas encore ça. Et puis on va surveiller du coup Mercedes, voir s'ils ont rejoint un petit peu ce peloton. Et tout ça, on va le faire avec Enfin Bon, bien sûr.